C'est la deuxième étape de la tournée africaine d'Emmanuel Macron. Après le Cameroun, le président est au Bénin. La France veut écrire une nouvelle page avec ce pays. Ça passe d'abord par la culture, avec la restitution récente de 26 œuvres du trésor d'Abomey, des objets exposés au palais présidentiel qu'Emmanuel Macron est en train de visiter. Marc Pope nous en dit plus. 129 années d'exil, 2 ans de négociations avec Paris et 3 mois après leur restitution par la France, les 26 œuvres du royaume d'Abomey sont exposées au palais présidentiel de Cotonou depuis le 20 février. Une restitution dont Patrice Talon, le président béninois, a fait une priorité dès son arrivée au pouvoir en 2016. On peut convenir de leur laisser certaines choses. Et quand on ira dans leur musée, on verra, ah, telle chose, c'est pour le Bénin. C'est une façon pour le Bénin d'exister dans les musées des autres pays aussi. C'est pour ça que nous ne demandons pas à avoir tout. Nous voulons que ce qui nous appartient marque également les autres parties du monde, les autres musées, mais que l'essentiel soit pour nous d'abord. Des statues et autres objets de culte pillés par les troupes coloniales françaises en 1892 dans le royaume de Dahomey sous le règne de Gbéanzin. Vu l'aura de ce souverain-là, chacun voulait garder quelque chose de ce roi dont on louait la puissance légendaire. Les 26 œuvres transiteront par la ville de Ouidah sur la côte avant de revenir à terme dans leur lieu d'origine, à Abomey. Les autorités béninoises comptent bien ne pas s'arrêter là. Il resterait des milliers de pièces encore en France. Les 26 œuvres, ça a été à un moment donné le choix de la France pour démarrer ce processus. Donc nous estimons que c'est un processus qui démarre, un mouvement, nous en sommes sûrs, qui ne s'arrêtera pas de sitôt. Dans un rapport de 2018 sur les restitutions, l'historienne Bénédicte Savoie préconise la mise en place d'une loi cadre pour simplifier les retours d'autres œuvres par la France, une hypothèse envisagée aujourd'hui par Emmanuel Macron. Et l'opposition béninoise attend beaucoup de la visite d'Emmanuel Macron. La vie démocratique est verrouillée depuis l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon. 2 opposants sont actuellement en prison. L'ancienne garde des Sceaux, Rekia Madougou, condamnée à 20 ans de réclusion pour terrorisme. Prison aussi pour le constitutionnaliste Joël Aïvoupour en raison d'un complot contre l'autorité de l'État. Bonjour Fabien Hoffner, merci de répondre à France 24. Vous êtes chercheur au bureau d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Est-ce qu'aujourd'hui au Bénin, on peut parler de tournant autoritaire? Il y a une évolution autoritaire qui est constatée depuis plusieurs années, depuis l'élection Patrice Talon, comme vous l'avez souligné. Il y a plusieurs opposants qui sont actuellement en prison. Il y a eu des répressions également assez dures de manifestations qui ont entraîné plusieurs décès. Donc il y a évidemment un risque que le prétexte sécuritaire puisse être également utilisé pour restreindre un petit peu plus ces libertés. Mais de façon générale, Emmanuel Macron vient aujourd'hui au Bénin alors que le pays se situe dans un tournant, un petit peu comme le Togo voisin d'ailleurs, puisque les 2 pays subissent des attaques depuis au moins novembre 2020, de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes, qui ne visent plus seulement des policiers ou des militaires, mais aussi des civils. Mais quand on sait à quelles extrémités peut conduire la lutte contre le terrorisme, dans le monde, mais pour parler de la région, dans les pays voisins que sont le Mali et le Burkina Faso, la moindre des choses serait que le président français n'offre pas un soutien inconditionnel au Bénin, puisque déjà on observe certaines dérives et certaines violations. Selon nos informations, dans le nord du Bénin, mais aussi dans le nord du Togo, il y a eu ces derniers mois plusieurs dizaines d'arrestations arbitraires et de détention arbitraire, notamment au sein des communautés Peul. Donc d'une certaine façon, ce qui se passe déjà au Mali et au Burkina Faso depuis plusieurs années. Par ailleurs, dans le cas du pays voisin, le Togo, les autorités ont reconnu récemment qu'une frappe aérienne avait causé la mort de 7 enfants qui avaient été pris pour une colonne djihadiste. Donc on est déjà 1 an seulement après ces attaques de groupes armés de plus en plus fréquentes. Et déjà, 1 an après ces attaques, on voit qu'il y a un fort risque qu'il y ait des importantes dérives dans le nord du pays. Et il ne faut pas oublier que le Bénin et le Togo ont tendance à restreindre les libertés, comme vous le soulignez, de façon plusieurs années, en temps normal, hors conflit, si je puis dire. Donc le risque, évidemment, c'est qu'il y ait une instrumentalisation, comme je disais, du contexte sécuritaire pour cette raison-là.
Un tournant alors que Patrice Talon est au pouvoir depuis 6 ans. Paul Biya, lui, depuis 40 ans. Emmanuel Macron promettait de mettre le maximum de pression sur les autorités du Cameroun. Pression notamment sur la question démocratique, sur les droits de l'homme. Visiblement, au Cameroun, la promesse n'a pas été tenue. Effectivement, la promesse n'a pas été tenue, quand bien même une promesse avait été prise. C'est une demi-surprise quand on se souvient du discours d'Emmanuel Macron de Ouagadougou en 2017, quand il expliquait qu'il vient d'une génération où on ne vient pas dire à l'Afrique ce qu'elle doit faire et quelles sont les règles de l'état de droit. Je le cite, et en même temps, c'est assez paradoxal puisque à Yaoundé, il a dénoncé l'hypocrisie de certains pays africains dans leur positionnement vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Donc il y a toujours, semble-t-il, un prétexte pour ne pas mettre les pieds dans le plat quand il s'agit particulièrement de l'Afrique, même dans un pays comme le Cameroun, où la situation des droits humains est gravissime. On parle de plus de 100 sympathisants et militants du parti d'opposition MRC qui ont été condamnés par des tribunaux militaires à plusieurs années de prison et qui sont aujourd'hui en détention. On parle également de plusieurs dizaines de détenus anglophones qui ont également été arrêtés, parfois au nom d'une loi antiterroriste votée contre Boko Haram et qui a utilisé contre certains militants anglophones qui avaient manifesté pacifiquement. Et évidemment, on passe sous silence la crise dans ces deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, avec chaque jour des villages incendiés par l'armée, des crimes commis par les séparatistes. Et effectivement, si l'on s'en tient à la conférence de presse d'Emmanuel Macron et aux annonces ou aux non-annonces faites après son départ, eh bien, il n'a visiblement eu très peu, voire aucun impact sur la situation dans ce pays. C'est vrai que la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun, en tout cas, s'est focalisée sur le passé colonial de la France, un chantier mémoriel donc, qui s'ouvre. Est-ce que c'est une manière de ne pas affronter les fantômes du présent ou ça peut être efficace, notamment pour rapprocher les deux pays ? Les enjeux mémoriels sont évidemment très importants, mais du coup, on a quand même l'impression que les enjeux bien présents ont été un peu passés sous silence. Et si c'est pour traiter comme les problèmes de la colonisation, ce qui se passe aujourd'hui dans 10 ans, c'est pas forcément très pertinent et très intéressant. Mais plus généralement, au-delà d'Emmanuel Macron, il y a la question de savoir qui a aujourd'hui une influence sur le régime de Paul Biya. Ça fait plusieurs années qu'il y a cette grave crise dans les deux régions anglophones et ni les Nations Unies, ni l'Union africaine, ni d'autres pays ne semblent avoir plus d'influence sur ce régime qui est a priori à son crépuscule, même si Paul Biya n'a pas spécialement commenté ou pas commenté une volonté de demeurer au pouvoir après la présidentielle. Mais Emmanuel Macron semble visiblement, en tout cas, pas plus outillé pour changer la situation que d'autres pays ou que d'autres institutions. Est-ce que vous avez le sentiment que, plus largement, après le Sahel, la France est en train de se repositionner sur l'Afrique centrale ? Sur l'Afrique centrale, ou en tout cas en ce qui concerne également le Bénin, sur le golfe de Guinée, puisqu'on sait que l'action des groupes armés au Sahel est en train de s'étendre, notamment dans le nord du Bénin, dans le nord du Togo, un petit peu dans le nord de la Côte d'Ivoire. La question est de savoir si les solutions qui n'ont pas fonctionné au Mali, au Burkina et dans une moindre mesure au Niger pourraient fonctionner au Bénin ou au Togo, ou est-ce qu'on n'est pas encore en train de créer un appel d'air s'il y aurait une présence militaire dans ces pays-là, un appel d'air pour que les groupes armés aient un prétexte supplémentaire pour aller porter leur djihad, ou ce qu'ils considèrent être le djihad, au-delà de leurs frontières. En tout cas, encore une fois, on constate que dans les pays voisins, la réponse à la guerre contre le terrorisme et contre les groupes armés, c'est accompagné de violations humaines extrêmement graves. On a d'autres exemples au Nigeria dans la lutte contre Boko Haram, avec des échelles de répression des forces de sécurité qui sont immenses. Donc, dans quelle mesure la France pourra apporter des solutions là où elle n'a pas réussi à en apporter dans les pays voisins? Et encore une fois, la France se retrouve dans une position où elle serait susceptible d'apporter un soutien militaire à des régimes aux tendances autoritaires au nom de la lutte contre le terrorisme, ce qui a déjà été fait au Tchad avec Idriss Déby par le passé. Donc on a l'impression de tourner un petit peu en rond dans ce Sahel. Merci de nous avoir livré votre point de vue, Fabien Hoffner, chercheur au bureau d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest.